14 octobre 1965, 2h17 du matin, un appartement exigu au troisième étage d'un immeuble craquelé du 18e arrondissement de Paris, rue des Poissonniers, où l'air stagnant porte l'odeur âcre de tabac froid et de papier jauni. La lumière jaunâtre d'une lampe à bas-jour fendillée projette des ombres allongées sur les murs tapissés de papier peint défraîchi, et dans le silence oppressant, seulement rompu par le tic-tac obsédant d'une horloge murale bon marché, un homme d'une quarantaine d'années, visage émacié creusé par des nuits sans sommeil, fixe un reçu froissé posé sur la table de formica ébréchée. Ce bout de papier banal, un ticket de supérette daté du 12 octobre, liste des achats triviaux, pain, lait, allumettes, une boîte de conserve de sardines. Mais son en-tête porte le nom d'une épicerie anonyme du quartier de Belleville. Et au verso, une tache d'encre à peine visible, comme si un stylo avait traîné là par inadvertance. Il s'appelle Viktor Ivanovitch Petrov, officier du KGB sous couverture de diplomate soviétique, attaché à l'ambassade d'URSS, et ce reçu, glissé par erreur dans la poche d'un manteau laissé dans un compartiment de train lors d'un rendez-vous clandestin, est déjà en train de sceller son destin, bien qu'il l'ignore encore, tandis que ses doigts tremblants le lissent nerveusement, le faisant crisser contre le bois usé. De l'autre côté de la ville, dans les sous-sols humides du boulevard Saint-Germain, au quartier général provisoire du SDECE, le service de documentation extérieure et de contre-espionnage, un analyste de troisième grade, nommé Henri Duval, la quarantaine bedonnante, lunettes épaisses glissant sur un nez luisant de sueur, malgré la fraîcheur automnale, examine ce même reçu sous la lueur crue d'une lampe de bureau fluorescente qui bourdonne comme un essaim invisible. Il est 2h30 maintenant, et Duval, arraché à son lit par un appel codé de la section surveillance, sent son estomac se nouer à la vue de cette preuve anodine. Le ticket, récupéré par un agent de rue lors d'une filature de routine sur un contact soviétique, aperçu près de la gare de l'Est. Le manteau abandonné dans le train contenait non seulement ce reçu, mais aussi un carnet d'adresses à demi crypté. Et Duval sait, au plus profond de ses tripes agitées par des années de paranoïa professionnelle, que ce détail trivial, une épicerie nommée chez Madame Leclerc, au 47 rue Ramponneau, pourrait être le fil reliant un réseau entier d'infiltrés. Il allume une gauloise, aspire profondément jusqu'à ce que la braise rougeoyante descende au filtre, le cendrier débordant déjà de mégots tordus, et compose un numéro interne sur le téléphone bakélite noir, son cœur battant au rythme des clics hésitants du cadran. Vous hésitez avant de décrocher, le combiné lourd dans votre paume moite, sachant que, dans ces heures creuses, chaque sonnerie traînante pourrait annoncer la fin d'une couverture patiemment tissée sur des années d'ombre et de murmures. Petrov, de retour dans son appartement, repose le combiné après un appel infructueux à son officier traitant. La ligne coupée par un faux contact, ou pire, une intervention discrète du téléphone français. Et se lève pour arpenter la pièce étroite, ses pas feutrés sur le linoléum craquelé, résonnant comme des coups de feu dans le vide. La fenêtre donne sur une cour intérieure sombre, où les poubelles débordent de déchets anonymes, et il scrute les ombres, imaginant déjà les silhouettes immobiles des agents de la DST postés en bas, leurs cigarettes allumées comme des signaux traîtres. Le reçu, ce maudit bout de papier, lui revient en mémoire. Il l'avait fourré dans la poche de son manteau gris après un ravitaillement rapide à Belleville, pressé par l'urgence d'un dead drop dans un parc voisin où il avait laissé un microfilm dissimulé dans une boîte de crayons pour un agent double américain en transit. Une négligence fatale, un instant d'inattention où le quotidien banal avait percé la muraille de son professionnalisme soviétique forgé à Loubianka. À 3h12, dans une salle de transit bondée de la gare de Lyon, sous les horloges massives qui dominent la cohue des voyageurs matinaux, un agent de la CIA stationné à Paris, Jack Harlan, reçoit le reçu par un coursier anonyme.
un gamin des rues payé en francs froissés pour livrer l'enveloppe sans un mot. Harlan, américain au visage buriné par des missions en Corée et au Vietnam, s'installe dans un café adjacent, le Terminus, où l'odeur de croissant brûlé se mêle à celle du café serré et déplie le papier sous la table, ses yeux plissés balayant la liste d'achats comme un code à décrypter. « Madame Leclerc », murmure-t-il pour lui-même, notant l'heure d'achat, 19h45 le 12 octobre, et aussitôt, son esprit de vétéran de l'OSS relie les points. Petrov, soupçonné depuis des mois via des écoutes radio interceptées par la NSA, avait été vu près de Belleville lors d'une opération de contrebande de documents sur la crise algérienne. Le reçu n'est pas seulement une trace, c'est une signature, un vecteur vers le quotidien d'un espion dont les habitudes alimentaires trahissent son repère. Harlan écrase sa cigarette dans une soucoupe ébréchée, le mégot fumant encore tandis qu'il active son réseau. Un appel codé à l'anglais, passé via un téléphone public sous la pluie fine qui commence à tomber, gouttes martelant le verre embué comme des doigts insistants. Le jour se lève lentement sur Paris. Un brouillard laiteux enveloppant les toits haussmanniens et rue Ramponneau. Dans l'épicerie modeste de Madame Leclerc, une femme replète aux cheveux grisonnants noués en chignon sévère, l'enquête commence à se déployer comme une toile d'araignée invisible. À 7h45, Duval et 2 agents de la DST, habillés en ouvriers pour ne pas alerter les voisins, pénètrent dans la boutique sous prétexte d'une livraison d'eau gazeuse. L'air est saturé d'odeurs de fromages affinés et de saucisses pendantes, le sol dallé luisant d'humidité matinale, et tandis que Madame Leclerc emballe une commande pour un client matinal, Duval glisse la photo de Petrov sur le comptoir, feignant la désinvolture. « Vous reconnaissez cet homme, madame ? Il achète ici régulièrement ?» La pause qui suit est interminable. Le tic-tac d'une pendule de cuisine, amplifiant le silence, ses aiguilles avançant avec une lenteur cruelle, pendant que la marchande fronce les sourcils, fouillant dans sa mémoire encombrée de faciès quotidiens. Oui, oui, le slave. Il vient tous les mardis, toujours les mêmes trucs, sardines, pain de mie, lait entier. Il paie en liquide, jamais de carte. Ces mots, prononcés d'une voix rauque éraillée par des décennies de tabac, font basculer le monde de Duval dans une urgence palpable. Il sent le poids de la traque s'alourdir, imaginant déjà les filatures, les micros posés dans les murs mitoyens, les nuits à venir rythmées par le bourdonnement des enregistreurs à bande. Pendant ce temps, Petrov, ignorant la nasse qui se resserre, prépare son exfiltration prévue pour la semaine suivante. Un faux passeport bulgare, un billet de train pour Vienne via le sud-est, et un dernier dead drop dans le jardin des Tuileries. Mais à 9h22, alors qu'il descend l'escalier grinçant de son immeuble, le cœur battant à l'idée d'un rendez-vous avec son agent double, un journaliste français corrompu par des pots de vin en roubles, il remarque une camionnette banalisée, garée en double file, 2 hommes en imperméable sombre, fumant près du pare-brise embué. La paranoïa s'insinue comme un poison lent. Est-ce routine parisienne ou surveillance? Il s'arrête net sur le trottoir mouillé, allume une Bellomore-Canal soviétique d'une main qui tremble légèrement, aspirant la fumée âcre jusqu'aux poumons, tandis que la braise descend inexorablement vers ses doigts, le filtre noircissant sous la pression nerveuse. Les passants défilent, indifférents, mais chaque regard croisé semble chargé de suspicion. Chaque klaxon lointain, un avertissement codé. À l'anglais, Virginie, 4 heures du matin heure locale, soit 10 heures à Paris, le directeur adjoint de la CIA pour les opérations européennes, un certain Elias Thorne, reçoit le câble chiffré via Telex, le cliquetis mécanique de la machine emplissant son bureau aux baies vitrées, dominant le Potomac endormi. Le reçu est scanné et agrandi. La tache d'encre au verso révèle sous lumière UV un fragment de code. Ramponneau, 47 19h. Si. Confirmant un lien avec des transmissions radio soviétiques
intercepté par la station GUP, groupement des usines Renault françaises. Thorne, visage taillé à la serpe par des décennies de trahison, allume un cigare cubain, ironie du sort, et ordonne une opération conjointe. MI6 pour couvrir les fuites britanniques potentielles, FBI pour tracer les complicités US et SDECE pour la chasse au sol. C'est le chaînon manquant, murmure-t-il à son adjoint, la voix rauque dans le silence feutré du QG, où les cartes murales grouillent de punaises colorées marquant les mouvements de Petrov depuis 1963. Revenons à Paris, 11h50, supermarché Monoprix de Belleville, où Arlan, déguisé en vendeur ambulant de journaux, observe la foule bigarrée d'Algériens, de Polonais et de Parisiens usés par la vie ouvrière. Il a posté un agent dans chaque rayon, micro caché dans des boîtes de conserve, attendant le prochain passage de Petrov pour une confirmation visuelle. Le temps s'étire, insupportable. Une horloge fluorescente bourdonne au-dessus des caisses, les bips des scanners, nouveaux à l'époque, résonnant comme des alertes. Et Arlan sent sa chemise collée à son dos, la sueur perlant sous son feutre rabattu. Soudain, à 12h07, Petrov entre, panier à la main, sélectionnant machinalement sardines et lait, ses yeux balayant les étals avec la vigilance d'un loup traqué. Il paie, empochant le nouveau reçu sans y penser, erreur fatale numéro 2, et sort sous la pluie battante, ignorant les deux ombres qui le filent à distance respectable, pas synchronisées pour éviter tout soupçon. L'après-midi s'alourdit dans l'appartement de Petrov, où le téléphone sonne enfin à 14h33. C'est son officier traitant, voix déformée par un scramblé rudimentaire. Le paquet est récupéré. Exfiltration avancée à J+3. Restez discret. Petrov raccroche, le cœur gonflé d'un soulagement précaire, mais le silence qui suit est pire que le doute. Il s'assied près de la fenêtre, store baissé à demi, observant la rue où une de ces V noires tourne en rond depuis 1 heure. La paranoïa monte, suffocante. Et si le manteau retrouvé contenait plus que le reçu? Et si Madame Leclerc avait parlé? Il sort son revolver Makarov, le démonte pièce par pièce sur la table, huilant le canon avec des gestes mécaniques, chaque clic amplifié par le vide ambiant, tandis que dehors, les agents de la DST notent chaque mouvement via un périscope dissimulé dans un camion de livraison. Soirée du 14 octobre, 19h45 précisément. Heure fatidique du reçu originel. Salle d'interrogatoire improvisée au sous-sol d'un commissariat du 19e arrondissement. Madame Leclerc, amenée manu militari après une seconde visite musclée, transpire sous les néons crus qui bourdonnent sans relâche, ses mains noueuses serrant un mouchoir trempé. Duval, face à elle, déroule les photos granuleuses de surveillance. Petrov achetant, Petrov payant, Petrov sortant. « Dites-moi tout, madame. »« Non, adresse approximative. » Le silence s'étire, minutes interminables, où l'horloge murale semble figée. Tic-tac, moqueur, jusqu'à ce qu'elle craque. Il a dit une fois, en plaisantant, qu'il habitait près du métro Marx-Dormois, un immeuble avec balcon rouillé. Duval note, exulte intérieurement, mais son visage reste de marbre. La chasse est lancée. Carte déployée sur une table encombrée de cendriers pleins, plan du quartier quadrillé de lignes rouges. Nuit du 15 octobre, 1h22, toit d'un immeuble adjacent à la rue des Poissonniers. Arlan et Duval, en civil, installent un mât d'écoute directionnelle, l'antenne pivotant lentement sous la lune voilée, captant les murmures radios de Petrov, tentant un contact d'urgence avec Moscou. Le vent froid fouette leurs visages, cigarettes consumées jusqu'à l'os, et les enregistrements crachotent. Incident mineur, manteau perdu, couverture intacte. Mensonge pathétique, car à 2h11, une équipe d'assaut DST encercle l'immeuble. Chiens renifleurs flairant les poubelles, ombre se fondant dans les portails sombres. Petrov, éveillé par un bruit infime,
une poubelle renversée, attrape son sac de fuite, mais hésite au seuil de la porte, le revolver chargé pesant dans sa poche. Vous sentez le piège se refermer. Chaque marche de l'escalier, un écho traître. Chaque ombre, un agent en attente. À l'aube du 15, 5h47, arrestation. Petrov, menotte au poignet, est traîné dans une fourgonnette noire. Son regard vide fixé sur le reçu qu'on lui agite sous le nez dans la salle d'interrogatoire lambrissée de gris. Les néons hurlent. Un magnétophone tourne inlassablement. Bande dévidant des heures de silence ponctuées de questions. Le microfilm dans les crayons. Les documents sur De Gaulle. Vos contacts à l'Élysée. Il craque à 7h33, après une nuit sans sommeil. Confession murmurée entre 2 verres d'eau trouble, révélant un réseau de 5 agents, dont le journaliste français déjà en fuite vers Bruxelles. Mais la traque continue. Filature sur les familles, perquisition dans les appartements complices, où épouses terrorisées fouillent tiroirs à la recherche de preuves incriminantes. Les semaines suivantes s'étirent en un cauchemar bureaucratique. À Paris, le SDECE démonte le réseau Petrov, cellule par cellule. Dead drops vidés dans les parcs, safe house fouillés, un grenier à Montmartre où des radios à ondes courtes gisent poussiéreuses, micros abandonnés dans des boîtes aux lettres. À Londres, MI6 intercepte un courrier soviétique via un agent double planté à l'ambassade, révélant que Petrov n'était qu'un rouage. Le vrai Moll, un officier français haut placé, est identifié par recoupement des achats à l'épicerie. Lait entier, marque spécifique soviétique. La paranoïa s'infiltre partout. Diplomates rappelés à Moscou dans la nuit, familles placées sous surveillance, appels anonymes hantant les lignes privées. 6 mois plus tard, mai 1966, tribunal militaire à huis clos, Paris. Petrov, amaigri, costume flottant, et écoute le verdict murmuré par un juge au visage impénétrable. 20 ans de réclusion, trahison aggravée. Mais le vrai drame se joue dans l'ombre. Sa femme, restée à Moscou, internée pour interrogatoire à Loubianka, où les silences des geôliers valent 1000 aveux. Le journaliste, capturé à la frontière belge, se pend dans sa cellule après une nuit de lumière braquée sans fin. Et Madame Leclerc, témoin banal devenu cible, vit désormais recluse, rideau tiré, guettant chaque coup de sonnette comme la fin du monde. La chasse ne s'arrête pas là. En 1967, un second reçu, d'une laverie à Berlin-Ouest, similaire dans sa trivialité, relance la traque sur un réseau frère, FBI et BND, joignant leurs forces dans une valse de filature transatlantique. À Washington, Thorne suit les rapports, cigares consumés jusqu'à l'âcreté, sachant que chaque papier banal porte en lui le germe d'un empire spionnage prêt à s'effondrer. La guerre froide, dans ses recoins les plus intimes, se nourrit de ses négligences, où un ticket de caisse devient l'épitaphe d'un agent, et le silence post-arrestation, plus assourdissant que n'importe quel interrogatoire, hante les couloirs des services secrets. Bourdonnement fluorescent éternel d'une vigilance sans fin. Pourtant, dans les archives scellées du SDECE des années après, un analyste anonyme exhume un détail final. Au verso du reçu originel, sous un traitement chimique avancé, un numéro de série microscopique menant à un compte bancaire suisse, fil reliant Petrov à un financier américain véreux, opération encore en cours en 1972. La traque s'étend, paranoïaque, insatiable, transformant chaque supermarché en champ de mine, chaque panier en potentiel révélateur. Et quelque part, dans un appartement gris d'une capitale oubliée, un autre espion lisse nerveusement un bout de papier banal, ignorant que le tic-tac de l'horloge compte déjà ses heures. Les conséquences familiales s'égrènent comme des perles brisées. Enfant de Petrov rapatrié en URSS, élevé dans la suspicion des écoles du KGB, surveillé par oncles au sourire forcé. La sœur du journaliste, employée de banque, interrogée pendant des mois, son appartement retourné nuit après nuit,
Tiroir vidé sous lampe torche crue. À Belleville, le quartier change. Épicerie Leclerc fermée. Pancarte allouée, battant au vent. Voisins chuchotant sur les ombres nocturnes. Camionnette anonyme garée indéfiniment. Duval, promu mais hanté, fume seul dans son bureau tard le soir, type riteuse cliquetant sur des rapports interminables, chaque touche un écho de la négligence initiale. Années 70, la traque évolue. Ordinateurs primitifs croiseront données de reçus scannés, NSA relayant motifs d'achat à mouvement diplomatique. Un espion à New York, trahi par un ticket de délit kosher, à Prague par une boulangerie tchécoslovaque. Le banal devient arme, le quotidien poison lent. Petrov, en cellule de Fresnes, entend encore le bourdonnement des néons, attendant une libération hypothétique en 1985 où le monde aura changé. Mais la peur, elle, persiste, imprimée dans chaque silence prolongé, chaque cigarette consumée jusqu'au filtre. Werkschutz, acte 2. L'écho des reçus oubliés. 1985. Le mur de Berlin gronde encore, mais les fissures s'élargissent. Petrov sort de Fresnes sous un ciel plombé de novembre. Menottes rendues. Dossier classé inactif, par un Duval vieilli, bedaine de papier et d'insomnie. Un taxi anonyme l'emporte vers Orly. Billet pour Sofia payé cash, pas de carte, jamais. Dans l'avion, il palpe sa poche. Un ticket de supermarché froissé, achat impulsif à la sortie de prison, paquet de gauloises et yaourt nature. Paranoïa viscérale. Le code barre, nouveau fléau, scanné par des yeux électroniques. À Sofia, retrouvailles froides. Famille revenue du RSS, oncle du KGB remplacé par des cousins du DS bulgare, sourire toujours forcé. La sœur du journaliste, blanchie mais brisée, vit recluse à Lyon, son compte bancaire gelé 10 ans, voisin la saluant d'un hochement distant. Le reçu maudit, murmure-t-elle au téléphone, ligne crépitante de parasites. Petrov hoche la tête, allume une cigarette. Le financier américain, traqué via le numéro suisse, s'est évaporé en 1974. Rumeur de ranch au Panama. Mais ses fils achètent désormais chez Walmart. Carte magnétique traînée dans la toile NSA. La traque mute, acte 2. L'ère des bases de données. À l'anglais, un programme Cointel Pro. 2, 0 croise reçu Leclerc avec manifeste de fret aérien. À Moscou, le KGB numérise tickets de supermarché moscovite, traquant déviance gustative. Un espion français repéré par son penchant pour les cornichons polonais. Duval, à la retraite forcée, feuillette des coupures jaunies dans son pavillon de banlieue. L'épicerie de Belleville, rouverte sous franchise casino, mais caméra en plafond, bourdonnement discret des VHS en boucle. Nouveau fil. Prague, 1987. Un diplomate est allemand, R. Müller, glisse un ticket de supermarché tchèque dans sa doublure de manteau. Pain de seigle, saucisses fumées, mais un lot de café Nestlé, anomalie importée via Vienne. STB alerte, filature, Müller arrêté au Monoprix local, interrogatoire sous néon blafard. Banale erreur, gémit-il, mais le reçu révèle un réseau. Livraison d'armes cachées dans caisses de conserve, bon duel, frontière yougoslave. Petrov, à Sofia, sombre dans l'oubli relatif. Emploi fictif à l'usine de tabac, nuit hantée par l'horloge de Fresnes. Un soir, appel anonyme, le financier vit, Panama, reçu Walmart, rayon alcool. Voix synthétique, écho d'ordinateur. Petrov sort, marche sous pluie fine, entre dans un supermarché d'État. Achète du pain, paie en coupures usées. Le caissier scanne, bip fatal. Camionnette garée dehors, phare tamisé. Duval, en Bretagne, reçoit un téléfax nocturne, photo granuleuse d'un panier. Petrov, yaourt et gauloise. La boucle, tape-t-il sur son Amstrad, doigt tremblant. La peur persiste, virus imprimé dans le plastique des cartes, l'encre des tickets. À New York,
Un agent dort avec son Daily Receipt sous l'oreiller. À Pékin, un dissident brûle ses factures Carrefour. Le banal tue encore, lent, inexorable, sous le bourdonnement éternel des néons du monde. Fin de l'acte 2. L'horloge tic-tac, attendant l'ère Internet, où chaque clic sera reçu éternel. Acte 3. L'ère des clics éternels. Le web tisse sa toile. 1998, Palo Alto. Un hacker du SVR, alias Ivan Click, commande sur Amazon vodka Smirnoff, saumon fumé et un modem US Robotics. Algorithme NSA Ping, anomalie GeoIP, livraison triangulée via Kiev. Drone de filature virtuelle suit le colis. À l'atterrissage, colis ouvert par FSB. Ivan Click exfiltré, mais son historique Firefox grillé. Forums crypto-anarchistes, PDF de plans nucléaires masqués en recettes de Borch. Duval, octogénaire câblé, surfe Minitel 3615 en Bretagne. Reçu, tape-t-il. Réponse fantôme. Lien brisé vers un darknet bulgare. Petrov ressurgit. Avatar Twitter ossa Sophia Ghost. Tweet crypté sur Panama Papers, like suspect d'un bot CIA. Algorithme TikTok le flair. Yaourt et gauloise dans son panier virtuel Carrefour Drive. Raid virtuel. VPN craqué. Webcam hacké. Petrov freeze frame. Tasse de thé à la main. Regard hanté par l'horloge de Fresnes. Nouveau pivot. Bagdad. 2004. Agent MI6. Codename Receipt Man. Swipe carte sur iTunes pour télécharger Desert Storm Mix. Métadonnées GPS le place au souk. Achat impulsif de date via app locale. GCHQ croise avec log BlackBerry. Receipt Man neutralisé par Drone Reaper. Dernier scroll sur eBay pour jumelle Steiner. Clic banal, soupire-t-il dans sa dernière story Snapchat, effacée en 24 heures. À Shenzhen, un dissident ouïghour scanne QR code Alipay. Nouilles instantanées, mais like sur Ouïghour Radio. WeChat alerte. Crédit social en chute libre. Facial rec cloné. Train bloqué. Supermarché virtuel sanctionné. Plus de riz basmati. Petrov suit de Sofia. VPN tunisien. Commande Uber Eats. Kebab halal. App Ping Moscow. Camionnette 2. 0. Fares LED. Arrestation live streamée sur Telegram. Duval. Sur son iPad rayé. Zoom une capture. Panier Google Shopping, Petrov plus whisky single malt. La boucle numérique, murmure-t-il, doigt sur Face ID tremblant. À Berlin, un slipper GRU dort avec son smartphone sous l'oreiller. Notification muette. À Mexico, un narcocartel brûle ses cartes fidélité Walmart. Le clic persiste. Virus codé en JavaScript, Pixels Tracker. Big Data dévore. IA prédit. Prochain yaourt, à trahison. Fin de l'acte 3. L'horloge quantique tic-tac vers l'ère IA, où chaque battement de cils sera reçu neuronal.